comment les produits de Microsoft venant du Defender for Endpoint vont vous permettre de faire les détections et les réponses à ces attaques. Donc tout d'abord, petite présentation de Computerland. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Nous sommes donc basés aussi bien en Belgique qu'au Luxembourg et notre stack et notre service est évidemment basé Vous sur le voulez full le stack voir Microsoft, dans la vue que ce mensuelle aussi? soit sur la partie Modern Work, Cloud Infra, BizApps, que Cyber Sécurité. Quant à moi, Quentin Billet, Cloud Solution Architect chez Computerland, est présent depuis plus de 10 ans et grand passionné des produits de Microsoft. Depuis toujours. Donc, aujourd'hui, dans ces 30 minutes, nous allons avoir vraiment deux grands thèmes. Un point évidemment sur la situation actuelle et puis place à la démo. Entrons donc directement dans le vif du sujet. Donc, ici, évidemment, quelque chose que l'on va casser comme mythe dès le départ pour que tout le monde soit, je vais dire, conscient de tout ça, c'est que se dire que la cybersécurité n'inquiète pas les sociétés ça n'inquiète les sociétés que de grande taille, c'est évidemment extrêmement faux. Plus de 300% des attaques sont ciblées essentiellement maintenant sur les petites et moyennes entreprises, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg ou partout sur la planète. Et surtout, c'est que vous êtes en effet maintenant visé. Il y a quelque temps, je vais te parler de ça il y a plus de 5 ans, les hackers étaient évidemment très friands des grands groupes parce que c'était très important pour eux d'avoir de la visibilité. Maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de faire de la panique partout, que ce soit dans des hôpitaux, toujours dans les grands groupes, mais aussi dans le secteur SMP. Et il y a un élément évidemment indéniable quand on parle de sécurité, c'est que c'est pas on n'est pas bulletproof. En fait, on doit se poser la question du quand on va être touché et pas du si. Ça veut dire que oui, si vous n'avez déjà été touché, ben, j'espère pour vous que vous ne serez plus victime de cette faille ou de cette attaque dans les prochains mois. Si vous ne l'avez pas été, dites-vous que c'est déjà actuellement, soit vous avez une attaque et vous avez réussi à la contenir, soit l'attaque va très certainement arriver. Et surtout pour différentes raisons. Depuis le début, au niveau IT, on a une vision très simpliste, je vais dire, de la cybersécurité. Au début, on avait des solutions anti-malware systématiquement chez toutes les sociétés et évidemment toute une série d'antivirus. Et un troisième produit, généralement pour, par exemple, le firewall. Vous prenez une marque X. D'autres sociétés étaient déjà un peu plus avancées et ils ont mis en place des solutions de mobile device management. Donc, ça veut dire la gestion des périphériques type smartphone ou tablette. Et ça, on se disait, ben voilà, je suis bulletproof, j'ai quand même mon antivirus, je gère mes mobiles, j'ai un bon firewall, tout se passe bien. Ben, dans les faits, malheureusement, c'est pas le cas. Parce qu'il y a toutes des séries de brèches actuelles que l'on ne gardait pas avant. Et je vais en citer quelques-unes. Avant, on filtrait essentiellement les mails et on mettait vraiment un effort assez grand pour sécuriser le flux de mails. Maintenant, comme aujourd'hui, on est sur Teams, Teams est aussi un vecteur d'attaque. Ça veut dire que si vous avez un collaborateur ou quelqu'un de l'extérieur de votre société qui vous envoie un lien, ce lien qui vous est envoyé n'est pas filtré par votre anti-spam. Et donc, si vous n'avez rien pour vérifier ce qui tourne au niveau des liens envoyés par Teams, ben c'est un vecteur d'attaque. C'est le plus simple du monde et malheureusement le plus commun. Et lorsque toutes ces failles sont détectées, évidemment, quelle est la conséquence? Un impact financier colossal pour toute société. La remise en fonctionnement des entreprises coûte évidemment extrêmement cher, mais beaucoup de sociétés ne se relèvent pas de ça.
Et puis évidemment, il y a toujours le risque réputationnel de l'entreprise. Raison pour laquelle Computerland est parti sur les solutions de Microsoft pour répondre à ces différents types d'attaques. Un, nous sommes sur des produits de type business, et j'insiste bien, mais avec une qualité d'entreprise. Ça veut dire que on ne va pas se contenter de dire oui, c'est une société, une solution SMB, donc elle doit être peu chère et puis c'est tout. Non. Premièrement, elle doit être crédible sur le marché, fonctionnelle et évidemment avoir un impact sur la partie financière de l'entreprise. Facilité d'emploi. Évidemment, si la solution est complexe, elle ne sera pas suivie correctement. C'est ça aussi qui est important dans les déploiements de produits de sécurité. Cost effectif. Alors, c'est l'effet Coca-Cola. C'est-à-dire, quand vous achetez un pack de Coca-Cola, vous avez toujours le 5 plus 1 gratuit. On est évidemment un peu dans la même approche. Dans beaucoup de suites de la partie Microsoft 365, il y a des produits de sécurité qui sont inclus. Donc, dans le cadre de Microsoft Defender for Business, si vous disposez d'une licence Microsoft 365 Business Premium pour vos utilisateurs, vous avez déjà la licence de votre, on va dire, antivirus, pour faire simple, qui est incluse dedans. Si vous n'avez pas ce type de licence, mais essentiellement des licences de type Exchange Online ou autre, vous avez la possibilité soit évidemment de faire un upgrade, soit de la prendre en mode séparé. Et top rated. Évidemment, le produit doit être correct sur le marché. Quand je dis correct, ça veut dire qu'il doit être pertinent. Ici, dans les produits de Microsoft, on a, que ce soit sur la partie Gartner, McKinsey ou le Forrester, on est toujours dans la suite Defender, dans, on va dire, le top 2 ou le top 3 depuis maintenant quelques années. Donc, c'est un produit qui est crédible, performant et intéressant, évidemment, pour les entreprises. Et le côté flexible. Alors, le côté flexible, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le gros problème de beaucoup de solutions de sécurité, c'est que ça fonctionne extrêmement bien lorsque vous êtes dans l'entreprise. Lorsque vous êtes à la maison, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont plus aussi sécuritaires, je vais dire, pour les utilisateurs. Exemple, quand vous êtes dans l'entreprise, vous allez sur Internet. Quand vous allez sur Internet, il y a toute une série de sites qui sont bloqués par votre firewall, comme par exemple les sites d'armes ou des sites de hacking et autres. Quand l'utilisateur revient avec sa petite machine à la maison, ben, cette protection firewall n'existe plus. Donc il faut quand même garder ce niveau de protection. Ben, typiquement, le côté flexibilité de l'accès Surf, le Windows Defender l'inclut nativement. Peu importe où l'utilisateur se trouvera, il aura même niveau de protection. Donc ça, c'est vraiment évidemment hyper intéressant. Et surtout, le côté flexible va aussi avec la vision Microsoft, c'est-à-dire on a différents types de produits, que ce soit par utilisateur avec une vision mensuelle ou annuelle, mais il y a aussi, comme je le disais, l'intégration de ces produits dans d'autres produits. Et j'y viens tout de suite parce que c'est une question que l'on a extrêmement souvent. Quelles sont évidemment les grosses différences entre les différents produits de Microsoft au niveau de sécurité? Donc, je rappelle, la première colonne qui est ici est incluse dans le Business Premium. Et évidemment, la majorité d'entre vous ont certainement le Business Premium. Et si vous êtes en Enterprise E3, ceci est inclus. Et si vous êtes en Enterprise E5, c'est ceci qui est inclus. Ce qui veut dire, rien qu'en regardant cette photo, c'est qu'il y a déjà une approche importante. Oui, le Microsoft 365 3, qui inclut le Defender for Endpoint Plan 1, a beaucoup moins de fonctionnalités que son petit frère du Defender for Business. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas pertinent sur le marché? La réponse est non. Il faut être juste conscient de certaines fonctionnalités qu'il n'a pas. Ça va être à l'équivalent de certaines licences de type Apex One ou i7. Donc ce sera de même qualité, mais on n'aura pas le petit plus. Par contre, ce que l'on détecte de plus en plus dans les failles de sécurité qu'on doit traiter, c'est évidemment la partie vulnerability management. Donc, il va scanner l'infrastructure et vous dire, ben voilà, tous les éléments qui ne vont pas.
le Defender for Endpoint.1 ne le contient pas. Et ça, c'est une fonctionnalité hyper intéressante dans la gestion de la sécurité de votre entreprise. Ainsi que, typiquement, la partie Endpoint Detection and Response et l'investigation. Donc, j'ai envie de dire, Microsoft 365 Business Premium, la suite est extrêmement correcte et fonctionnelle. La partie Defender for Endpoint.1 ne va pas être aussi avancée dans ses options de threat hunting, par exemple. Et pour reparler d'un sujet que Microsoft, évidemment, avec son grand plaisir au niveau serveur, il existe à l'heure actuelle deux types de licences existantes. On a le Defender for Business Server, donc des licences serveurs avec les fonctionnalités business, qui sont en mode licensing, donc classique. Vous payez un prix par licence par mois pendant une période de un mois ou un an. Mais il y a aussi des produits de type Defender for Cloud-Server. La différence de point de vue licensing, c'est quoi? C'est que dans le cadre du Defender for Cloud, c'est plus de la consommation. Donc en fait, on va aller ajouter un petit agent sur les serveurs et l'agent sera facturé par de la consommation Azure. C'est essentiellement ça, les grosses différences entre les trois versions de SKU. Alors, je vais faire, comme indiqué, place à la démo. Voilà. Donc là, je suis sur une infrastructure de démo, pas l'environnement de production de Computerland, je vous rassure tout de suite. Premier élément important, c'est l'URL de gestion. Vous avez l'habitude d'utiliser les produits de Microsoft, une seule URL pour gérer l'élément de sécurité. Elle porte bien son nom, c'est security.microsoft.com. On a différents éléments visibles sur cet écran. Ici, typiquement, on a déjà le premier élément, c'est le Secure Score. Le Secure Score, ça va être l'état de santé de mon parc informatique d'un point de vue sécurité. L'objectif, évidemment, ici, est de monter au plus haut possible. Plus haut possible ne veut pas dire forcément 100%. J'insiste bien pour ça. Parce qu'il y a certaines fonctionnalités que Microsoft va proposer comme intégration qui nécessiteront des licences Enterprise 5 pour pouvoir l'activer. Elles sont toujours catégorisées sur 4 piliers, la gestion de l'identité, la gestion de la donnée, la gestion des périphériques et des applications. En termes de déploiement, euh, on a évidemment les possibilités de déployer cette partie-là de diverses façons. Quand je dis diverses façons, en effet, on peut faire du déploiement par GPO. Donc, on déploie un package sur l'infrastructure de façon automatisée depuis le serveur domaine contrôleur, soit une installation locale, un petit exe qui s'exécute, un petit script en fait exactement, soit depuis par exemple typiquement la gestion d'Intune, la gestion de vos périphériques. Ceci étant dit, j'ai dans mon cas, dans mon infrastructure, 3 machines. Une machine physique et 2 cloud PC. Donc, moi, je suis ici en train de vous présenter la session sur un cloud PC. J'ai déjà, premier élément, un état des lieux de mon statut. Je vois que mes PC sont connectés depuis quand ils sont connectés, depuis où ils sont managés, donc Intune, et évidemment leur version d'operating system. Si je regarde sur mon cloud PC, sur lequel je suis connecté en ce moment, j'ai évidemment sa fiche d'onboarding. Donc voilà, j'ai les informations permettant d'identifier ma machine et je sais aussi savoir, tiens, qui se log souvent sur cette machine-ci. Donc imaginez par exemple un PC partagé, vous pourriez voir, bah, tiens, qui s'est logué sur cette machine en PC partagé. Vous avez des incidents et d'alertes. Ici, sur mon cloud PC, j'en ai pas. Je vous montrerai peut-être sur un autre PC par la suite. Vous avez aussi les informations de timeline. Les informations de timeline, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la génération et le reporting de l'ensemble des éléments qui se passent sur la machine d'un point de vue très
très verticale, c'est-à-dire que l'on a toute une série d'informations qui sont montées. C'est tout ce qui présente en fait l'équivalent des logs de l'event viewer sur votre machine. Vous avez, dans mon cas ici, une petite boule noire. Alors, je vais me connecter dessus exprès pour vous montrer une alerte. Donc, si j'ai une alerte qui est active, cette boule qui est maintenant noire serait évidemment orange et me détecte en fait un incident. L'incident, ici, déjà, typiquement, il me dit, bah, tiens, il s'est passé quelque chose. J'ai des détails, j'ai les recommandations pour que ça n'arrive plus. Et si je vais dans la partie détails, ils me disent, bah, typiquement, quand elle est arrivée, quand elle était sa première activité et les fichiers d'évidence. Fichier d'évidence, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, OK, l'attaque, elle est partie d'où, avec quoi comme élément? Ici, l'évidence porte le nom de fichier F 3x0 221. C'était un élément qui était mis dans mes quarantaines, quelque chose que apparemment j'aurais téléchargé. Je l'ai réellement téléchargé, je dis apparemment, mais pour se mettre dans la situation de l'attaque. On a évidemment les éléments importants comme la partie virus total, c'est-à-dire c'est un score de vulnérabilité, et le malware, le nom du malware qui se trouve derrière. J'ai évidemment les signatures du fichier. À quoi ça va me servir les signatures? C'est de dire, OK, j'ai une attaque qui est détectée sur mon PC, je peux lancer un hunting, donc c'est-à-dire une analyse complète sur l'ensemble de mon parc pour aller chercher uniquement ce hash-là, pour voir si le fichier, l'attaque ou le virus, entre guillemets, est dormant quelque part sur mon infrastructure. Donc ça, c'est évidemment des éléments extrêmement importants dans le cadre d'une attaque. Si je vais un cran plus loin, j'ai évidemment tout l'ensemble du détail à ce niveau-là. Pour le commun des mortels, cette information est-elle pertinente? Non. Pour nous qui faisons de la cybersécurité, c'est évidemment extrêmement nécessaire pour pouvoir prévenir et guérir les infrastructures. On a toujours dans cette gestion du Defender, donc là on a évidemment la partie attaque, et je vous parlais tout à l'heure des éléments de security recommandation. C'est toute une série et une quantité de recommandations actives, donc qui ne sont pas traitées, de bonnes pratiques. C'est ce qu'on appelle du hardening. Ça veut dire, si je dois sécuriser mon poste de travail de façon optimum, quels sont les éléments que je dois mettre en place? C'est ceci. Minimum password length, 14 caractères au minimum pour pouvoir me connecter. Voilà, typiquement. J'ai évidemment l'inventaire de mon parc qui est disponible, donc avec les applications qui sont dessus, et j'ai les différentes vulnérabilités. Alors, je vais, pour vous montrer un peu plus de contenu, me connecter sur un PC. Voilà. J'ai les software inventory et dans ce cas-ci, j'ai toute une série de vulnérabilités. Vulnérabilités très intéressantes parce que l'on voit les scores, donc la sévérité. J'ai les références pour la lecture des incidents, donc les non CVE, et surtout à quel logiciel c'est lié. Vous avez tous vécu, on avait envoyé pas mal de mails quand les failles Log4j étaient découvertes. Ben voilà, ici, je pourrais avoir le même équivalent avec la partie Log4j. Si je vois cette CVE active, je peux cliquer dessus et évidemment, je vais voir du contenu. Je peux rentrer dans la vulnérabilité et me dire, OK, ça vient de Chrome. À quoi va me servir cette information-là? Ça va me servir de pouvoir dire à l'utilisateur manuellement, bah, s'il te plaît, veux-tu bien mettre à jour ton applicatif? Imaginons. Évidemment, la partie euh, nécessaire pour, exemple, le faire de façon automatique, il y a deux façons. Soit c'est au prochain run de l'exécutable qui n'est pas à jour que l'application va se mettre à jour automatiquement. Évidemment, ceci nécessite des privilèges plus élevés sur la machine, donc typiquement des droits local admin, soit évidemment envoyer la notification dans la gestion d'Intune pour dire, OK,
Chrome a des sévérités, il faut mettre à jour le package de déploiement, je vais le gérer dans Endpoint. Donc ça, c'est évidemment des éléments aussi totalement disponibles au niveau de la gestion. Je vais m'arrêter ici pour les éléments de démo. Je vous invite évidemment tout de suite, si vous le souhaitez, à déverrouiller votre micro et on va faire place aux questions si vous en avez. J'en profite aussi évidemment pour, si ce n'est pas fait, vous réinviter à nos events de ce mois-ci et du mois prochain, où nous irons évidemment plus en détail dans les explications et dans les démos live concernant la partie sécurité. Donc, merci déjà pour vos questions et j'espère que vous en avez. L'option Timeline n'est pas dispo dans ma console. Ceci dépend-il de la licence Defender? La réponse est oui. Suivant les licences disponibles, la option Timeline sera active ou non. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, j'ai pris mon petit déjeuner, je ne mords plus. Bonjour. Donc, pour les serveurs, quel type de licence? Donc, j'ai pas bien compris quel type de licence alors on doit utiliser pour Alors, il y pouvoir a les intégrer dans le système. Alors, ouais, tout à fait. La partie licensing server, je dois avouer, n'est pas si simple que ce qui n'y paraît. Donc, il y a anciennement les licences Defender for Endpoint-Server. Ces licences ont peut-être été renouvelées dans certains cas chez vous. En tout cas, des nouvelles licences, donc si vous n'avez pas, vous ne pouvez plus acheter ce modèle-là. C'est les licences, donc Defender for Endpoint-Server. Elles sont considérées comme étant end of sales, ça ne veut pas dire qu'elles sont end of support. Ensuite, il y a deux possibilités pour implémenter des serveurs de la partie Defender maintenant sur les serveurs. La première élément, c'est des modes licences, qui sont des licences Defender for Business Server. Donc c'est un SKU, une commande que vous faites au CSP et les licences vont apparaître comme toutes les autres licences Microsoft 365. Évidemment, la contrainte, c'est que vous ne pourrez pas les assigner à des comptes computer. Donc, ce sera un pot, je vais dire, où vous aurez une quantité de 0 qui sera consommée. Et cette licence-là, comment elle va s'installer? C'est soit localement en lançant le petit script, soit via GPO, juste dans l'OU serveur. Vous avez l'autre version de déploiement qui est via la consommation Azure. Donc là, on est plutôt sur un modèle, on va dire, agile. C'est-à-dire que si votre parc IT évolue constamment d'un point de vue serveur, il est pertinent d'utiliser la fonctionnalité qu'on appelle Azure Arc. Azure Arc, c'est le petit composant qui permet de faire dialoguer votre PC local avec la console Azure pour aller déployer les packages de sécurité. La solution Azure Arc va vous ajouter d'autres fonctionnalités gratuites, telles que par exemple la visibilité de votre parc sur la gestion des updates de façon globale. Et vous pourrez par exemple le faire aussi des patch management de façon globale grâce à Azure Arc. Donc, de mon côté, je trouve que la solution, la troisième solution, donc la côté Azure Arc, offre un gain vraiment supplémentaire quand on déploie la partie sécurité. Évidemment, la partie pricing ne sera pas forcément totalement équivalente, mais il y aura des fonctionnalités vraiment assez intéressantes du côté Defender for Cloud, inclus via la partie Azure Arc. Donc, si vous avez vraiment un cas bien précis, Monsieur Gillin, n'hésitez pas à revenir vers votre account manager et on se fera un plaisir évidemment de faire peut-être une session peut-être en one-to-one dans votre cas pour
vous expliquer plus en détail dans votre situation comment on peut répondre positivement à l'implémentation. Merci, ça sera nécessaire, en effet. Ça a l'air très compliqué. Merci. C'est On va dire que si j'ai des cheveux gris, Microsoft et son licensing qui est pour beaucoup, oui. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente, journée, peut-être déjà pour certains d'entre vous une fin de semaine. Heu, N'oubliez pas le petit questionnaire que Muriel vous a ajouté dans le chat, les 3 petites questions. N'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si vous avez la moindre problématique et n'hésitez pas à nous rejoindre directement en live sur, nos events du 13 avril. Il reste encore de la place, heu, pour cette journée complète, du Do More with Less, donc de la création de l'utilisateur de façon automatisée, en passant par les Power Apps, en allant dans le concret sur les PC, tout en parlant de la sécurité tout au long de la journée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.